Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, évidemment, le sujet du jour qui s'impose, c'est la victoire du républicain Donald Trump avec 279 voix dans une atmosphère de stupéfaction du monde entier, y compris des analystes politiques aux États-Unis et de la population américaine, alors qu'il a été élu par les Américains. Beaucoup s'attendaient à ce que ce soit Hillary Clinton qui remporte les élections. Même la presse américaine est sortie de leur impartialité en disant que pour la première fois, il brise les règles professionnelles du métier et estime qu'au fond des spéculations selon lesquelles Hillary Clinton va remporter les élections. D'un autre côté, l'Europe avait sa prise de position entre des gens qui sont stupéfaits, qui sont contre, qui sont sceptiques, et d'autres de la droite qui vont investir ce gain et vont probablement tenter de profiter de ce gain. La droite en France, la droite en Allemagne, la France et l'Allemagne qui s'apprêtent à des élections très prochainement, dans quelques mois, à partir du mois d'avril. Ce républicain, le fameux Donald Trump, qui n'a aucune expérience dans le domaine de la politique et qui n'a jamais mené de carrière politique, il est âgé de 70 ans, eh bien, il a été ce matin élu président des États-Unis en remportant 279 grands électeurs, dépassant les 270 nécessaires pour entrer à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain, contre 218 de sa rivale démocrate Hillary Clinton. Lors de son discours de victoire, il s'est engagé à être le président de tous les Américains sur un ton apaisé et rassembleur au terme d'une campagne très harmonieuse qu'il a opposée à Hillary Clinton. Quelle serait sa prise de position face aux étrangers, face aux musulmans, face aux propos discriminatoires qu'il avait avancés? Eh bien, nous allons avoir des réponses à nos questions, car ce serait ce soir notre sujet de débat et avec nos deux invités. Et nous allons essayer de jeter la lumière sur les détails de cette victoire. Pour l'instant, voyons quelques détails dans ce compte rendu. Je m'engage à être le président de tous les Américains, a déclaré l'homme d'affaires Donald Trump dans un discours de victoire au ton conciliant. Il a ajouté que l'heure est venue pour l'Amérique de panser les plaies de la division. Je viens de recevoir un appel de la secrétaire d'État Hillary Clinton. Elle nous a félicités et je l'ai félicitée, elle et sa famille, pour cette campagne très durement disputée, a-t-il déclaré en ouverture de ce discours à New York. Selon lui, Hillary a travaillé très longtemps et très durement. Trump a ajouté que les États-Unis étaient redevables envers Mme Clinton pour ses services. Le nouveau de la première puissance mondiale s'est aussi voulu rassurant à l'égard des autres pays. Nous nous entendrons avec tous les autres pays qui ont la volonté de s'entendre avec nous, a-t-il déclaré. Ce milliardaire imprévisible avait annoncé lundi un Brexit puissance 3, référence au vote surprise des Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Il a durant toute sa campagne galvanisé un électorat blanc modeste, se sentant laissé pour compte face à la mondialisation et au changement démographique auquel il décrivait un avenir sombre pour les États-Unis. Sa victoire choc intervient à l'issue de 18 mois d'une campagne électorale qui a profondément divisé les États-Unis et stupéfié le monde par ses outrances et sa violence. Plus de 60% des Américains pensaient que Donald Trump n'avait pas le caractère pour devenir président, mais il a réussi à capter la colère et les frustrations d'une partie de l'électorat. Plus de 200 millions d'Américains étaient appelés aux urnes mardi pour choisir le successeur de Barack Obama, extrêmement populaire, qui quittera la Maison-Blanche le 20 janvier après 8 années au pouvoir. Sa première élection en 2008 avait nourri l'espoir d'un pays plus uni. La campagne 2016 l'a profondément divisé. L'ex-président Obama, qui a fait ses adieux à la Maison-Blanche, aura passé 8 ans à la Maison-Blanche. Au début, son slogan de campagne « Yes, we can » avait suscité bien des espoirs.
Ses partisans s'attendaient à une politique volontariste qui aurait changé les États-Unis en profondeur. 2 mandats plus tard, le bilan est contrasté. Il n'a pas pu tenir toutes ses promesses, mais aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'administration Obama peut s'enorgueillir de quelques belles réussites. En fin de compte, il quitte d'ailleurs la présidence avec 55% d'opinion favorable. Le bilan d'Obama dans un commentaire signé Ayachel et Sarah Al-Maghrabi. Écoutez les commentaires, Barack Obama n'aurait rien accompli de vraiment mémorable. Il n'a pas fermé Guantanamo, il n'a pas réussi à limiter l'usage des armes aux États-Unis, il n'a pas mis fin aux interventions extérieures, il n'a pas réglé le conflit israélo-palestinien. Et pourtant, au début, ce premier président noir avait suscité des espoirs immenses, à un tel point qu'en signe d'encouragement, il avait reçu le prix Nobel de la paix, un an à peine après son accession au pouvoir. Mais au fond, que lui reproche-t-on au juste, hormis de n'avoir pas réalisé tous les rêves promis? À l'intérieur, alors qu'il affrontait les suites de la crise économique de 2008, il a réussi à imposer l'Obamacare, une sécurité sociale pour tout, alors que Bill et Hillary Clinton avaient échoué sur le même dossier. À l'extérieur, il a signé un accord sur le nucléaire iranien, ramenant l'Iran dans le concert des nations, même si cet accord continue à être contesté. Il s'est réconcilié avec Cuba après 54 ans de rupture des relations diplomatiques. Alors qu'on le disait beaucoup moins interventionniste que ses prédécesseurs, il a soutenu l'action franco-anglaise en Libye contre Kadhafi et elle a pris ses responsabilités en engageant les États-Unis contre Daesh en Irak et en Syrie. Enfin, il a fait retrouver et neutraliser l'inspirateur des attentats du 11 septembre, Osama Ben Laden. Son plus grand échec aura été l'impossibilité de réformer la vente des armes aux États-Unis, malgré des événements terribles. De même, les dernières années de sa présidence ont vu ressurgir les tensions raciales. Alors que retrendia l'histoire de Barack Obama, au minimum son élection, tout simplement son élection. Le premier président noir des États-Unis n'a pas accompli de miracle, c'était lui le miracle. À présent qu'il y a un nouveau président, il y a de nouvelles stratégies aux États-Unis, alors que les États-Unis, à la rigueur, constituent un pays d'institutions. Il y a une stratégie faite et élaborée par toutes les institutions. Le chef de l'État a beau avoir ses pensées, ses idées, ses options, ses tendances, mais finalement, il n'a pas le choix de faire vraiment des changements radicaux ou d'aller de droite à gauche, étant donné que c'est un pays d'institutions. Mais qu'attend-on du nouveau président? Le nouveau président des États-Unis devra poursuivre la lutte contre le terrorisme, comme il l'a indiqué, surtout continuer à combattre Daesh, notamment en Irak et en Syrie. D'après des estimations fournies par le gouvernement américain, Daesh a perdu environ 50% du territoire qu'il contrôlait jadis en Irak, en Syrie. Il a perdu près d'un quart du territoire qu'il avait autrefois et a été chassé de secteurs clés le long de la frontière turco-syrienne. Mais pour Daesh, il existerait quand même une stratégie bien établie pour passer de la guerre à la guérilla. Ayachel et Sarah Al-Maghrabi nous donnent plus de précisions. L'année n'a certes pas été bonne pour Daesh. Le groupe terroriste conserve encore quelques territoires en Irak et en Syrie, notamment le long de l'Euphrate, mais ses terres se rétrécissent, ses finances vont mal, ses troupes s'amenuisent et sa réserve de combattants étrangers a le moral en berne. Mossoul a été la première grande ville d'Irak conquise par Daesh durant sa guerre éclair de l'été 2014. Sa perte constituerait donc un coup sérieux porté à ce groupe qui prétend créer un califat islamiste au Moyen-Orient. Néanmoins, les exemples passés laissent penser qu'il est encore beaucoup trop tôt pour se réjouir de la disparition de Daesh. Il lui reste encore assez de temps pour se mettre dans les pas d'autres groupes armés qui sont arrivés à leur fin. Aujourd'hui, Daesh fait face à une puissante coalition d'adversaires qui inclut les redoutables Peshmerga kurdes, les forces de sécurité irakiennes, des milices arabes sunnites, des milices chiites et les États-Unis, ainsi que d'autres puissances militaires de la coalition.
Si Daesh espère survivre à la perte de Mossoul, il est probable que ses leaders vont entreprendre de passer à une campagne de guérilla classique, incluant des embuscades, des raids, des sabotages, des assassinats ciblés et des attentats suicides. En 2014, Daesh avait mené avec succès une guerre conventionnelle avec l'envoi depuis la série de djihadistes vers la province irakienne d'Al-Anbar en longues colonnes motorisées, voire blindées en appui de troupes déjà actives à Fallujah et Ramadi. Les combats avaient souvent pris la forme de batailles rangées, de guerres de position et de sièges. Mais aujourd'hui, la partie a changé, de la guérilla est venue la seule option viable pour Daesh.